Tokyo, version 21e siècle. Mais dès aujourd'hui, la mégapole nippone est la capitale du royaume du jeu vidéo. Tokyo la nuit, ce sont des dizaines de salles de jeu comme celle-ci où viennent se défouler les travailleurs japonais. Des Japonais qui consacrent en moyenne 2 heures par jour aux consoles de jeux électroniques, un record mondial, que ce soit dans ces salles de jeu ou dans l'intimité de leur foyer. Loin du tumulte de Tokyo, la ville de Kyoto. C'est ici que se trouve le centre de la galaxie Nintendo. Cette entreprise centenaire, autrefois spécialisée dans la fabrication de cartes à jouer, est aujourd'hui la plus rentable du Japon. Depuis 1990, Nintendo a gagné plus d'argent que tous les studios d'Hollywood réunis. Dans son laboratoire de Kyoto, 300 personnes habillées aux couleurs de l'entreprise mettent au point les derniers produits Nintendo. Un jeu, c'est 8 mois de travail à temps complet pour 10 personnes. Des investissements tels qu'il faut éviter que les secrets de fabrication ne passent à la concurrence. Cette question de la confidentialité est très importante. C'est notamment pour cette raison que nous n'embauchons dans ce département qu'une dizaine de collaborateurs chaque année. Ainsi, tout le monde se connaît de vue et la confidentialité est plus facile à faire respecter. Les gens que vous voyez dans ce département travaillent parfois jusqu'à 20 heures par jour, lorsqu'un produit est sur le point de sortir, par exemple. Cela ne leur pose pas de problème particulier, puisqu'en fait, ils travaillent sur des jeux, sur des choses amusantes. Quand je les observe, je vois bien qu'ils travaillent en s'amusant. C'est Mario le plombier qui a fait décoller Nintendo. Un petit personnage créé en 1985 qui a révolutionné l'univers des jeux vidéo. Avant Mario, les jeux vidéo, c'était cela, des jeux de ping-pong électronique par exemple. Celui-ci date des années 70. Puis un peu plus tard, le fameux Space Invaders, le plus célèbre des jeux de massacre. Mario, c'est l'entrée de l'aventure dans les jeux vidéo. Le personnage se voit attribuer une mission, sauver une princesse ou trouver un trésor par exemple. Son parcours est semé d'embûches en tout genre. Le scénario est simple, mais efficace. Le succès de Mario est phénoménal, 100 millions de jeux ont été vendus dans le monde à ce jour, soit un jeu toutes les 3 secondes depuis sa création. Nintendo doit toute cette aventure à cet homme, Shigeru Miyamoto. Il n'est pas devenu milliardaire pour autant, comme cela aurait été le cas aux États-Unis. Il dirige aujourd'hui une équipe de 10 personnes, lui qui enfant s'imaginait prisonnier dans une cave et rêvait de La Belle et la Bête. Je ne voulais pas créer encore un super-héros. Mario, c'est un ouvrier. Quelqu'un qui est proche de notre quotidien. Il est humain. Il peut être servile ou cupide. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Quelqu'un en qui les gens peuvent s'identifier. Si Mario a eu un tel succès, c'est avant tout parce que ce personnage avait une vraie personnalité. Les gosses sont tombés amoureux de ce petit bonhomme. Il avait un vrai caractère, le sens de l'humour, et on pouvait le contrôler. Les enfants se sentaient à l'aise avec lui. Ils ont adoré Mario. C'est sur ce pactole que Nintendo a construit son empire. Il faut encore y ajouter quelques trouvailles géniales comme le Game Boy, la petite console portable qui permet de jouer n'importe où, n'importe quand. Nintendo en a vendu plus de 12 millions dans le monde. L'une des versions de Mario associée à cette console a rapporté à elle seule $1 milliard de recettes en 1993. Leader absolu du marché, Nintendo contrôle tout, et notamment les fabricants de programmes. Capcom, l'inventeur du jeu Street Fighter, est l'un des plus populaires d'entre eux. Comme tous les fournisseurs de Nintendo, il subit la loi du géant japonais. Interdiction pour Capcom de commercialiser directement ses propres créations. C'est Nintendo qui se réserve le droit de fabriquer les cartouches de jeux et de les commercialiser sous sa propre marque. Nos profits sont sûrement moindres avec ce système de licence que si nous avions la possibilité de commercialiser nos produits sous notre propre label. Quant au coût de fabrication avancé par Nintendo, sans pouvoir vous donner de détails, je peux vous dire que franchement, ils ne sont pas bon marché.
Mais un jour de juin 1993, Capcom jette un pavé dans la mare. Quelques mois après avoir vendu le jeu Street Fighter à Nintendo, il décide en effet de le vendre également à son concurrent direct Sega. Capcom est désormais en mesure de résister au diktat de Nintendo, dont la réaction ne se fait pas attendre. Capcom a subi au départ beaucoup de pression. Ils ont par exemple dû s'engager à réserver la primeur de leurs produits suivants à Nintendo avant de pouvoir le proposer à Sega. C'est normal. Si l'on prend l'exemple de ce jeu, le Street Fighter, Capcom a réussi à en vendre 6 millions d'exemplaires. On comprend bien pourquoi les fabricants ont tout intérêt à avoir Capcom de leur côté. Mais avec cette affaire, à l'arrivée, Capcom a réussi à modifier son rapport de force vis-à-vis des fabricants. Mais les ennuis ne sont pas terminés pour Nintendo. Non seulement ses fournisseurs n'ont plus l'intention de se laisser faire, mais la concurrence se fait de plus en plus rude. Aux États-Unis, en 3 ans, son principal concurrent, Sega, a fait plus que quintupler sa part de marché. Depuis 1993, Sega USA fait désormais jeu égal avec Nintendo et fragilise ainsi l'ensemble du groupe. Sega, qui règne déjà en maître dans les salles de jeu, s'attaque désormais au marché des 12-25 ans avec des jeux à tonalité plus agressive. Que Sega fasse l'apologie de la violence dans le domaine restreint des salles de jeu, d'accord. Nintendo n'est pas concerné par ce marché. Mais maintenant se pose une question grave. Sega est en train de faire entrer ces jeux au sein même de nos foyers. Nous disons que ce n'est pas une attitude acceptable, c'est une question de morale. De plus, avec ces jeux à base de violence, Sega est en train de discréditer l'ensemble de notre profession. Ce que dénonce M. Imanashi n'est que partiellement vrai. Surpris par le succès de Sega, Nintendo contre-attaque sur le marché des adolescents, en proposant désormais des jeux d'une égale violence à ceux de Sega. La guerre est déclarée. L'atmosphère des laboratoires de Sega à Tokyo tranche avec celle de Nintendo. Ici, pas d'uniforme, des ingénieurs et des programmeurs plus jeunes, attirés par les conditions avantageuses proposées par la compagnie. Sega a en fait opté pour le même modèle que Nintendo. Le prix à la vente des appareils est maintenu le plus bas possible, l'essentiel des profits étant réalisé sur la vente des logiciels. Mais à la différence de Nintendo, la grande majorité des programmes exploités par Sega sont conçus au sein même de l'entreprise. Nous avons consacré un effort important à la conception des logiciels. Nous les fabriquons nous-mêmes avec nos programmeurs, alors que Nintendo sous-traite énormément à l'extérieur. Si vous retirez à Nintendo ses sous-traitants, il ne leur reste pas grand-chose. 400 personnes travaillent dans ces laboratoires à la mise au point des produits grand public. 70% des logiciels utilisés par Sega contre 40% chez Nintendo sont fabriqués ici même. Vous aurez beau fabriquer des appareils formidables, extrêmement puissants, si vous n'avez pas les logiciels qui vont avec ou s'ils ne séduisent pas le consommateur, vous courez à l'échec. À l'origine, Sega ne fabriquait que des jeux pour galeries commerciales. Les logiciels les plus populaires ont été ensuite proposés dans leur version domestique, amortissant ainsi les dépenses de recherche sur 2 marchés. Sega mise sur la lassitude des consommateurs par rapport aux jeux traditionnels proposés par Nintendo. Les programmeurs de Sega travaillent désormais sur des jeux plus réalistes, comme ici le Formula One. Il faut que l'utilisateur se sente réellement à la place du pilote. On travaille sur les perspectives avec des images traitées en 3 dimensions, avec des maquettes, des photos ou des extraits de films. Des pilotes sont venus nous aider, notamment pour déterminer comment évoluent leurs axes de regard. Sega Nintendo, c'est une guerre sans merci. Des consoles vendues l'an dernier 800 francs se retrouvent désormais à 500 francs avec en prime 4 jeux gratuits. Une guerre des prix qui, pour la première fois, fait baisser les profits. L'édifice qu'avait réussi à construire Nintendo est en train de se lézarder. D'abord à cause de l'apparition d'une concurrence sérieuse, Sega bien sûr, mais aussi de la part d'autres entreprises qui se préparent à faire de même. Et puis deuxième chose, le consommateur est désormais informé des profits prodigieux qui ont été ceux de Nintendo. En cette période de récession, il n'est pas sûr que les gens soient prêts à consacrer autant d'argent à ce type de produit. Mais à force de se battre l'un contre l'autre, Sega et Nintendo n'ont pas vu arriver leurs nouveaux concurrents. Ce que vous voyez n'a plus grand-chose à voir avec le petit plombier Mario. C'est pourtant un jeu vidéo. Ici, Prize Fighter de Crystal Dynamics, composé essentiellement d'images numériques. C'est la nouvelle génération des jeux vidéo.
Dans le 11e arrondissement de Paris, à l'abri des regards indiscrets, se développe une entreprise à l'avenir prometteur. 6e étage, sans ascenseur. 3 chambres de bonne transformées en laboratoire du futur. Alors ça c'est Luc, il fait des dessins traditionnels sans papier, c'est un designer, il conçoit des choses. Ça c'est Cordo, lui aussi il conçoit des choses. Alors ici il y a 2 programmeurs, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur leur écran, Olivier et Olivier, d'accord? Ils ne sont pas jumeaux mais ils font des programmes. Et ici c'est Bruno, qui est aussi un infographiste et qui modélise des personnages sur un écran. Vous prenez un fanat de jeux vidéo et un fanat d'art graphique, vous leur ajoutez quelques petits génies des mathématiques et vous obtenez une société qui s'appelle Haiku Studio. Salaire du moment, 7 000 francs par mois. En attendant le jackpot, à savoir le jeu qui deviendra un succès et leur procurera des royalties importants. Les gens ont toujours maintenant l'impression que le jeu vidéo c'est Mario, c'est Sonic, c'est un petit bonhomme qui court dans un petit décor qui n'est pas très beau d'ailleurs. Bon voilà. Ce qu'il faut montrer maintenant c'est que le jeu vidéo c'est autre chose que ça, qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver, qui vont demander beaucoup plus d'imagination et beaucoup plus d'investissement créatif dans les futurs jeux, qui vont être beaucoup plus différents aussi. Haiku Studio a réussi à se faire remarquer des grands de l'électronique. Philips a dépêché sur place son monsieur jeu vidéo, Eric Lux. Son rôle est de détecter les nouveaux créateurs pour les amener au plus vite dans le giron de la firme hollandaise. En spécialiste du marché mondial, Eric Lux livre de précieux conseils aux jeunes programmeurs d'Haiku Studio. Des formations humaines, il faut que ça toujours arriver à concilier à la fois d'avoir des personnages qui ne soient pas trop humains pour créer une sorte d'imagination au niveau du jeu, sans trop se rapprocher du modèle humain où parfois on peut avoir des problèmes, notamment sur le marché américain, avec des déformations qui peuvent ne pas être acceptées par le public. Hein. En fait là c'est le classique zombie, hein, quelque part, hein. C'est ça qui est mis en valeur. Hein. Est-ce que vous êtes un chasseur de tête? Oui. Le marché du jeu est un marché à haut risque. Et comme on le sait, c'est aussi un marché à gros revenus. Donc il est évident qu'il faut savoir gérer un petit peu sa politique éditoriale. On a un certain nombre de projets qui sont plus commerciaux, moins créatifs, qui doivent assurer un certain nombre de revenus. Et d'autres projets un peu plus risqués qui peuvent générer beaucoup plus de revenus potentiellement. Direction la Californie. Le salon du multimédia de la Silicon Valley. Le dernier cri des jeux vidéo et de l'interactivité. Comme pour la mode ou le champagne, ici les Français ont la cote pour leur logiciel. Je pense que ce qu'il se passe actuellement en France, au niveau des programmes de jeux vidéo, est très intéressant. Les programmeurs français ont acquis une certaine avance sur leurs collègues américains, notamment en ce qui concerne l'aspect artistique et la maîtrise de la création en 3 dimensions. En présentation au salon, les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. Le casque virtuel par exemple, qui donne à l'utilisateur une réelle sensation de relief. Mais la vraie vedette du salon, c'est ceci, le CD-ROM. Le CD-ROM est un support qui présente l'avantage d'avoir une importante capacité de stockage d'informations. Il se lit par laser optique. Sur un CD-ROM, vous pouvez stocker jusqu'à 600 mégabits d'informations contre 16 sur une cartouche ordinaire. Cela permet donc de multiplier votre quantité d'informations disponible par 500. C'est une différence considérable. En plus, un disque comme celui-ci revient à environ $1,50 contre 20 pour une cartouche. Cela laisse d'autant plus d'argent disponible pour développer d'autres aspects techniques. Le résultat, une qualité d'image nettement supérieure. Voyeur est un nouveau jeu en exposition au salon. Inspiré des séries policières à la télévision, il met en scène des comédiens pour plonger l'utilisateur dans une atmosphère digne des bons vieux polars de série B. Dans ce jeu, pour gagner, il faut vous transformer en voyeur. Nous pensons que cela amusera les gens, chez eux. Le principe est de pénétrer dans cette maison, de regarder dans les différentes pièces si je peux trouver quelqu'un. Là, par exemple, il n'y a personne. Je m'introduis alors dans la pièce à la recherche d'indices. Je peux fouiller dans la bibliothèque, par exemple. Tiens, le Kama Sutra. Je peux aussi espionner ses messages sur son ordinateur. Et je peux continuer comme cela à la recherche d'indices qui vont me permettre de résoudre l'affaire. Une fois que je crois avoir la solution, je peux appeler la police
ou même balancer l'information à la télévision locale. Nous avons tourné pendant 11 jours avec des comédiens sur un vrai plateau de cinéma. En utilisant la technique de la transparence électronique, nous avons pu inclure les comédiens dans des décors en 3 dimensions créés par ordinateur. Les grandes compagnies d'Hollywood ne s'y sont pas trompées. Désormais propriété pour la plupart des géants japonais de l'électronique, comme Columbia racheté par Sony, la dynamique entre cinéma et jeux vidéo va jouer à plein. À San José, tous les grands groupes de communication sont présents. L'un des projets les plus avancés est une adaptation de la célèbre série américaine Star Trek. Nous allons utiliser les comédiens de la série, en tout cas leur voix dans un premier temps. Mais dès à présent, dans nos studios, sur le plateau où nous tournons les épisodes de Star Trek, nous en profitons pour tourner certaines séquences en vidéo, pour les intégrer au jeu. Ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent. Ainsi, on peut exploiter notre tournage sur les 2 supports différents. La série télé d'un côté et le jeu de l'autre. Chez Crystal Dynamics, on fête la sortie du dernier né des jeux produits par cette entreprise de Palo Alto, la Horde. Crystal Dynamics, fondée par de jeunes transfuges de Sega et de la Fox, propose des jeux conçus comme de véritables petits films. Ils ont d'ailleurs fait appel à Kirk Cameron, un acteur célèbre aux États-Unis, pour tenir le rôle du héros. Le jeu démarre par quelques séquences filmées pour installer l'ambiance, pour que quand vous jouiez, vous vous identifiez à Kirk Cameron, au héros, le jeune prince de l'histoire. Vous devez vous débarrasser du mal, des hordes de barbares qui menacent la paix du royaume. Il y a un vrai petit scénario. Avec les nouvelles technologies disponibles, nous atteignons désormais une qualité d'image pratiquement équivalente à ce que les gens ont l'habitude de voir à la télé. Il y a les couleurs, les mouvements, tout cela évolue très vite grâce au progrès de la compression d'images numériques. Et dans les mois qui viennent, la qualité d'image va encore progresser. Mais la star actuelle de la Silicon Valley, c'est 3DO. David Needle et R.J. Mickle ont mis au point en association avec Panasonic ce qu'ils pensent être la machine du futur. La première console de la nouvelle génération permet, avec un lecteur de disques laser unique, de lire aussi bien des disques informatiques que des compacts disques audio ou vidéo. C'est ce qu'on appelle le multimédia, et c'est une nouvelle révolution qui s'annonce. Le futur, c'est nous. Nous avons fabriqué une machine qui est compatible avec tout ce qui existe actuellement et dans les années à venir. Les disques que vous achetez maintenant seront toujours utilisables. Nous n'allons pas faire comme les autres, casser les pieds à tout le monde avec tel ou tel standard, tel programme pour telle machine, etc. Non, quand vous entrez dans notre système 3DO, vous pouvez y rester autant que vous voulez. Le multimédia. C'est le grand mot désormais à la mode. Il intervient au moment où, pour la première fois aux États-Unis, l'audience de la télévision a baissé auprès des jeunes au profit des jeux vidéo. Il s'agit en effet d'une nouvelle ère. Nous ne faisons pour l'instant que toucher le haut de l'iceberg. Les gens n'ont pour l'instant qu'un aperçu des possibilités que nous réserve l'avenir. Les applications de ce système sont infinies. Si vous creusez un peu, vous vous rendrez compte que l'on pourra bientôt faire beaucoup plus que de simples jeux vidéo grâce à ce système. Les applications dans l'ensemble du domaine du spectacle sont énormes, ainsi que dans l'éducation par exemple. Pourtant, après 6 mois de commercialisation, cette machine révolutionnaire n'a pas encore trouvé son public. De 4 700 francs au départ, on est déjà passé à 3 000 francs. Et son lancement en France, prévu au mois de mars, a été retardé. Mais l'événement a suffi à réveiller les géants nippons. Nintendo s'est allié à la star des effets spéciaux, la société Silicon Graphics, qui a notamment créé les dinosaures de Spielberg pour le film Jurassic Park. Voici le prototype. Pour l'instant, c'est une machine en plusieurs morceaux,
Mais l'objectif est d'en faire une seule console dont la puissance sera 2 fois supérieure à celle de 3DO. Cet ordinateur, qui se trouve devant moi et que nous fabriquons avec Nintendo, est un exemple de machine multimédia. Il y a une caméra qui permet d'injecter des images dans l'ordinateur. Il y a un micro, des haut-parleurs et un moniteur. Nous allons essayer de ramener tout cela à une dimension raisonnable pour pouvoir être utilisé à la maison, pour le consommateur. La question qui se pose alors, c'est celle de l'application concrète de ce que l'on appelle le multimédia. Eh bien, il y a des applications en matière d'éducation, de jeux vidéo interactifs, bien sûr. Mais en fait, je ne pense pas que l'on puisse encore définir exactement ce qu'est le multimédia, si ce n'est un ensemble de technologies qui trouveront à l'avenir, espérons-le, des applications intéressantes pour tout le monde. Sega, quant à lui, prépare pour la fin de l'année sa console baptisée Saturn, mais s'oriente encore plus résolument vers le marché des loisirs. Dans les laboratoires de Tokyo, les techniciens de Sega mettent au point le dernier né des simulateurs de vol spatiaux, l'AS-1. La cabine est pour une dizaine de personnes. Sega envisage maintenant la construction d'une nouvelle navette pour une trentaine de passagers. Attention, accrochez vos ceintures. All engines, emergency shutdown. Engage air brakes. We're not going to make it. Watch out! Auxiliary engines to full boost. Pull up! Pull up! AS-1 damage reports. Checking. No damage. Mission controls, my controls have been damaged. Damage is severe. I am handing the controls over to AS-1 for an emergency landing. We're losing the runway. Bring her back. No, we're not going to make it. Brace yourself. That was close. Sega a annoncé la création d'une cinquantaine de parcs de distraction électronique à travers le monde. Coût de l'opération, de 10 à 50 millions de dollars l'unité. Sega confirme que désormais, son but est de concurrencer directement Disney sur le terrain des parcs d'attractions. L'objectif de Sega était jusqu'à présent de dépasser son principal concurrent Nintendo. Ils y sont maintenant parvenus et leur prochaine cible, c'est Disney, puis l'ensemble de l'industrie du spectacle. Ils ont mis le pied à Hollywood, ils arriveront sans doute à accaparer l'essentiel de l'industrie du cinéma. Leur but est de créer des films interactifs qui pourront être déclinés en jeux vidéo. Ces films seront diffusés à la télévision, puis sur des réseaux câblés. Ils feront des programmes de jeux vidéo que les gens regarderont comme ils regardent aujourd'hui des films ou des feuilletons. Leur ambition est sans limite. Elle est bien au-delà de la simple concurrence avec Nintendo. D'ici quelques mois, Sega lancera sur des réseaux câblés sa chaîne de jeux vidéo. Il sera alors possible de jouer par téléphone avec d'autres utilisateurs ou de commander des jeux à domicile qui seront livrés instantanément. La bataille du 21e siècle a commencé, c'est celle des enfants de la génération Sega Nintendo.